Les relations entre les nouvelles autorités et le FMI, le compte de 1000 milliards annoncé par le Premier ministre et le débat qui fait rage, la situation économique du Sénégal avec les licenciements et fermetures d'entreprises. Pour aborder ces questions, L'Air du Temps reçoit Abou Kane, professeur titulaire agrégé en économie à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, et Moustapha Diakhaté, expert en infrastructure et politique énergie, formateur en stratégie de développement. L'Air du Temps, c'est ce dimanche 3 novembre 2024 à 10h sur e-radio. L'Air du Temps, c'est avec Alassane Samba Diop. Bienvenue à l'Air du Temps, qui nous soit aujourd'hui Moustapha Diakhaté, expert en infrastructure et politique énergétique, formateur en stratégie de développement. Abou Kane, professeur titulaire agrégé en économie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Depuis quelque temps, l'économie semble revenir au cœur des débats au Sénégal, surtout les relations entre le Sénégal et le FMI et la Banque mondiale. Surtout le FMI. Moustapha Diakhaté, ces temps-ci, les relations ne semblent pas être au beau fixe avec le FMI et les nouvelles autorités. D'ailleurs, le décaissement de plus de 300 et quelques milliards qui devaient être accordés au Sénégal ont été rapportés en 2025. Pourquoi, à votre avis, il y a une crispation entre le FMI et les nouvelles autorités? Merci Alassane. Je dirais également merci à mon co-débatteur, l'éminent professeur Abou Kane. Il n'y aura ni débat ni duel. Ce sera un professeur qui fera face à son apprenant. Donc c'est avec beaucoup d'humilité et beaucoup de modestie que je suis là aujourd'hui invité et je vous en remercie dans votre nouveau site. En réalité, je ne vois pas de crispation dans les relations entre les institutions de Bretton Woods, le FMI et la Banque mondiale et le Sénégal. Par contre, ce que j'ai pu constater, ce que j'ai pu voir, c'est une évolution. C'est en quelque sorte une transition dans les relations entre le Sénégal et les institutions de Bretton Woods par rapport à un nouveau régime qui est venu, mais également à une nouvelle doctrine qu'il semble un peu imprimer dans leurs relations avec les partenaires techniques et financiers, le FMI et la Banque mondiale en premier. Il est vrai, le ministre de l'économie et des finances et son collègue chargé du budget ont fait, je pense, un roadshow à Washington où ils ont eu l'opportunité de présenter le nouveau référentiel Sénégal 2050 aux bailleurs de fonds. Et je peux vous dire que sous peu, je pense que les gens sentiront que de nouveaux types de relations vont commencer entre le Sénégal et le FMI. Alors nous sortons d'un cycle qui est quasiment un cycle d'infrastructure, un cycle de très très grands travaux. Et je suis même moi un acteur du secteur. Et je peux vous dire que le Sénégal s'était empêtré. Le Sénégal s'était empêtré dans un cycle extrêmement vicieux d'endettement. Et le nouveau régime était vraiment dans une situation qui est la plus sage, qui est la plus idoine, de prendre un peu de recul et de réévaluer les relations que notre pays avait avec toutes sortes de bailleurs, toutes catégories de bailleurs, que ce soit les bailleurs bilatéraux, que ce soit les bailleurs multilatéraux. Abou Kane, par rapport à ces relations, partagez la même conviction, la même idée? Oui, merci Alassane, merci à mon co-débatteur, l'éminent Moustapha Diakhaté. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Sénégal avait signé un accord avec le FMI en 2023 pour 3 ans, donc jusqu'en 2026. Lorsqu'un pays demande un financement au FMI, il est d'abord accompagné, cette demande-là, elle est d'abord accompagnée d'une lettre d'intention. Et dans cette lettre d'intention, le pays dit exactement ce qu'il compte faire avec l'argent en termes d'objectifs. Ce qu'il compte faire pour atteindre certains objectifs. Et dans ces engagements-là, il y a des objectifs quantitatifs comme le déficit budgétaire, la gestion de l'endettement, etc. et des repères structurels qui concernent souvent les exonérations fiscales, le code des marchés, etc. Donc, si le Sénégal fait une lettre d'intention où il parle de toutes ces choses-là et qu'un nouveau régime arrive pour maintenant remettre en cause même les chiffres qu'il y avait avant son arrivée ou son accession au pouvoir, vous comprenez bien que en ce moment-là, il faut une pause dans les relations. Parce qu'en fait, c'est comme si les objectifs
que le pays s'était fixé donc en 2023 ne peuvent pas être atteints. Parce que si, par exemple, le Sénégal avait dit qu'en 2025, on serait à un déficit de 6%, de 5% ou de 4%, et que le nouveau régime vienne pour dire que actuellement le déficit est même à 10%, vous voyez que donc le FMI est obligé de revoir un peu le programme. Et même, c'est à la demande même du Sénégal que cette pause-là a été observée pour renégocier sur de nouvelles bases avec le FMI. Parce qu'en fait, on attendait un déboursement ou un décaissement de 340 milliards, comme vous l'avez dit. Il faut dire qu'on avait déjà reçu 3 décaissements dans le cadre de ce même programme-là en 2023, en juin, en octobre et en décembre. Donc on devait recevoir un autre décaissement qui a été reporté. Alors, l'autre chose que je voudrais préciser, c'est que en fait, ce cycle-là a commencé, si on veut vraiment faire court, presque en 2020. Parce que je rappelle que depuis 2007, donc sous Abdoulaye Wade, le Sénégal avait décidé de ne plus recourir à l'argent ou au financement du FMI. Le Sénégal était sous des programmes sans décaissement, comme l'instrument de soutien à la politique économique. Le Sénégal a eu le premier accord avec le FMI sous cet instrument-là en 2007. Qui est une assistance technique. Voilà, c'est une assistance technique, etc. Donc il n'y a pas de décaissement. Mais c'est vers 2020, comme ça, avec la Covid, qu'il y a eu certains problèmes. Et le Sénégal avait bénéficié en avril 2020 d'une aide d'urgence du FMI. Et après ça, donc en 2021, le Sénégal a commencé à signer des accords maintenant avec décaissement. Donc le Sénégal a eu besoin des financements du FMI, mais ces financements-là sont soumis à des conditionnalités. Et ce qui a changé maintenant par rapport au programme d'ajustement structurel qu'on connaissait, c'est que les conditionnalités, je peux même dire qu'elles sont fixées même par le pays, en fait. À l'époque, on disait il faut faire ça, mais maintenant, on demande au pays de voir quels sont les politiques et programmes qu'il veut mettre en œuvre pour pouvoir atteindre certains objectifs. Et c'est ça qui est mis sur la lettre d'intention. Maintenant, une fois qu'on se rend compte que ce que le pays avait mis sur sa lettre d'intention ne peut pas être atteint, donc ça veut dire qu'en fait, le programme n'a plus sa raison d'être. Oui. Il faut l'arrêter et repartir sur de nouvelles bases. C'est ce qui se passe actuellement, c'est la lecture que j'ai de ce qui s'est passé entre le FMI et le Sénégal. Oui, le programme arrêté, il faut quand même de l'argent pour faire vivre le pays. On voit que le Sénégal va sur le marché international prendre de l'argent avec JP Morgan. L'opposition parle aujourd'hui de plus de 1000 milliards de dettes. Mais Alassane, ceci n'est pas nouveau. Ceci n'est ni nouveau pour le Sénégal, il n'est ni nouveau pour les pays de l'UEMOA, à savoir un pays plus ou moins similaire au nôtre comme la Côte d'Ivoire. Il n'est ni nouveau pour des pays avancés comme la France et comme les États-Unis. Les trésors publics, que ce soit les trésors publics sénégalais, les trésors publics ivoiriens, les trésors publics marocains, français et américains vont toujours sur les marchés financiers, que ce soit les marchés financiers au point de vue national, avec notamment les banques locales, que ce soit les marchés financiers sous-régionaux, ce qu'on appelle également avec tout ce qui gravite autour de la BRR, que ce soit le marché financier international, qui sont souvent basés entre Wall Street aux États-Unis et Londres. Ils y vont souvent pour faire lever des fonds. Ces fonds-là correspondent souvent à un besoin de financement à moyen terme comme à un besoin de financement à court terme. C'est dans le déroulement normal de la trésorerie publique d'un État, que ce soit un État développé comme un État sous-développé. Par rapport au Sénégal, je pense que nous sommes, comme je l'ai dit, c'est un pouvoir qui est là il y a quasiment 6 mois, 7 mois, qui, il faut le dire, a trouvé une situation budgétaire extrêmement tendue. La situation budgétaire extrêmement tendue qui caractérise ce pays-là, nous, quasiment, on la traîne depuis 2019-2020 avec la Covid-19. Parce que c'est avec la Covid-19 qu'on a commencé à sentir une certaine accentuation du déficit budgétaire. C'est en ce moment-là qu'on a complètement dévissé. À partir de 2019-2020, vous ne pouvez plus parler de 3%. On en a parlé, mais aujourd'hui, quand la réalité des chiffres nous a rattrapés, on s'est rendu compte que ce n'était pas vrai. C'était quasiment des chiffres quasiment chimériques. Le Sénégal, depuis longtemps, a dépassé le déficit budgétaire de 3%. Mais là, il était possible, notamment avec la gymnastique des statistiques, je ne dirais pas de manipuler les chiffres, mais au moins de pouvoir plus ou moins les présenter d'une certaine façon. Donc, le pays était obligé d'aller sur les marchés financiers, d'aller vers les banques pour au moins essayer de voir comment combler ces petits trous de trésorerie, souvent sur le très court terme comme sur le moyen terme. Mais aussi, ceci pose un autre problème. Okay. C'est le problème des séquences
asynchrone de nos budgets. Quand vous avez un budget, vous l'établissez sur la base des prévisions de recettes et des prévisions de dépenses. Et l'État a énormément de charges dont il doit faire face. Que ce soit des charges mensuelles comme le salaire, mais aussi des charges souvent trimestrielles liées par exemple à un certain nombre de décomptes sur ces dépenses, comme par exemple dans le secteur des BTP. Donc l'État, avant souvent que des recettes viennent, l'État souvent est à court d'argent. Donc il est toujours loisible d'aller vers les marchés financiers pour lever des fonds afin d'attendre un peu ces autres recettes pour pouvoir payer cet endettement souvent à court terme que l'État a pu lever auprès des marchés, sur les marchés financiers. La dette est beaucoup plus importante, les intérêts. JP Morgan, il y a toutes les commissions qu'il faut payer à ces entreprises qui lèvent l'argent. Et puis on n'a pas dit aux Sénégalais à combien on a touché cet argent. Et combien a été donné à JP Morgan en termes de commission. Oui, effectivement, Alassane, bon, il n'y a pas toutes ces informations-là. Les conditions de prêt du FMI sont plus douces que les conditions sur les marchés. C'est le concessionnaire. Ça c'est connu. Maintenant, si vous n'avez pas d'argent du FMI, vous pouvez quand même aller sur les marchés. Et ce n'est pas surprenant parce que vous savez, le Sénégal a commencé à aller sur le marché des eurobonds en 2009, n'est-ce pas? C'est la 8e fois que le Sénégal va sur le marché. Et ce que les gens oublient souvent, c'est que lorsque vous prenez un prêt sur les marchés financiers en termes d'eurobonds, vous payez les intérêts jusqu'à la dernière année où vous payez le principal. Le Sénégal était parti sur les marchés en 2014. Donc ça veut dire 2024, là, ça fait 10 ans. C'était une maturité de 10 ans. Donc ça veut dire qu'en 2024, là, on avait aussi de l'argent à rembourser par rapport à ce qui a été pris en 2014. C'est ce qui justifie le premier prêt qui a été obtenu par le Sénégal sur le marché des eurobonds de 450 milliards vers le mois de juin, avant ce dernier-là de 181 milliards. Et si vous faites le cumul de ces deux-là, les 450 milliards et les 181 milliards, sachant qu'en 2014, on avait emprunté à peu près 300 milliards, donc vous voyez, le reste là, ça correspond à peu près à ce que le FMI devait nous verser et qui a été reporté. En fait, il n'y a pas de magie là-dedans. C'est des choses très précises. On sait qu'on attendait tel montant du FMI et on a anticipé sur le fait que le FMI ne le fera pas, ou bien même si on n'a pas anticipé, on est devant le fait accompli. On sait que le FMI ne le fera pas et on va sur les marchés. Maintenant, pourquoi JP Morgan, etc. Bon, peut-être ça c'est le ministère des Finances qui est plus habilité à expliquer. Mais moi, ce que je sais, c'est que, et tout le monde le sait d'ailleurs, récemment, la notation du Sénégal s'est dégradée sur les marchés. A été dégradée par Moody's après la révision de certains chiffres sur la gestion publique, la gestion des deniers publics. Vous voyez? Donc, cela peut inquiéter les marchés. Et donc, ne serait-ce que pour rassurer et pour aussi donner certaines garanties ou certains gages, on peut s'attacher les services de gens qui sont connus. JP Morgan, c'est la plus grande banque américaine. Tout le monde sait que si elle est derrière un État ou derrière une entreprise, cela peut faire quand même quelque chose par rapport au taux auquel on peut emprunter. Il y a des commissions qui sont payées. Oui, il y a forcément des commissions. Il y a des taux d'intérêt qui sont donnés aussi. Oui, et c'est plus cher. On ne dit pas aux Sénégalais. Mais regardez là. Mais professeur, pour le cas de JP Morgan. Au mois de juin, on est allé sur les marchés pour prendre 450 milliards à un taux de 7, et quelques pour 75%, je pense. Et après cela, il y a eu la dégradation de la note du Sénégal, n'est-ce pas? On retourne sur les marchés et on a un taux qui est plus faible. Je l'ai écrit. Donc il faut comprendre qu'est-ce qui est derrière. Parce que la logique voudrait que le taux soit encore plus cher. Mais je l'ai écrit. N'est-ce pas? La logique voudrait que le taux soit encore plus cher parce que notre note a été dégradée. Donc c'est pourquoi je dis, dans cet accompagnement-là qui a été cherché, il y a une logique derrière. Et c'est après peut-être la communication des autorités, parce qu'on ne peut pas s'aventurer sur... C'est quoi la logique dans la logique gazière et pétrolière? On se dit que le Sénégal a des recettes qui peuvent combler. En fait, certaines anticipations, mais aussi ce que j'ai dit tout à l'heure, le gage d'être accompagné par quelqu'un. Parce qu'en fait, on l'a dit lorsqu'on faisait nos différents documents, nos différents référentiels, comme le PSE, comme pourquoi tel cabinet, pourquoi tel. Tout ça, c'est un peu... Parce qu'il y a des gens qui ont une certaine réputation qui, lorsqu'ils présentent votre dossier, peut-être,
La crédibilité. Vous pouvez, voilà, des cabinets. Ça c'est important aussi. Voilà. Mais loin de moi l'intention de faire la publicité de JP Morgan. Mais JP Morgan, c'est la plus grande banque d'investissement au monde. Après, on va renvoyer JP Morgan vient justement d'ouvrir une filiale en Côte d'Ivoire. Et cette filiale même devrait venir au Sénégal. Parce que le Sénégal a des relations historiques avec JP Morgan. Je pense que le Sénégal est l'un des rares pays africains à avoir les premiers vice-présidents de JP Morgan Chase à des citoyens sénégalais qui étaient parmi les premiers à faire des MBA aux États-Unis. Mais là où je dois vous apporter des précisions, ce n'est pas le Sénégal qui est demandeur, c'est JP Morgan qui a démarché le Sénégal. Ah bon? Ah oui, parce que le Sénégal présente des perspectives pour JP Morgan. Le Sénégal a du pétrole, le Sénégal a du gaz, nous attendons notre premier gaz, mais le Sénégal aussi a cette stabilité que beaucoup de pays africains... Pourquoi donc JP Morgan n'a pas ouvert ses bureaux au Sénégal? Je peux y revenir par rapport à des situations géostratégiques, mais tout cela pour vous dire qu'aussi, c'est parce que JP Morgan était tellement demandeur que JP Morgan même nous a donné ce qu'on appelle une prime dans le taux d'intérêt. Et il a dit, on a commencé à 7,75 de taux nominal, on a fini à quasiment 6,50, à 6,33 de taux nominal. Et c'est JP Morgan même qui a pris la responsabilité de souscrire entièrement à tout ce qui a été mis sur le marché financier. Mais avec tout en tant que chef de file. Avec tout ça, il s'installe quand même en Côte d'Ivoire. Je peux vous d'accord parce que c'est tout à fait logique. Parce que la Côte d'Ivoire fait quasiment mais parce que la Côte d'Ivoire fait 2 fois le PIB du Sénégal. Et aussi JP Morgan aussi sait qu'en étant la Côte d'Ivoire, il peut non seulement il peut être beaucoup plus de ce qu'on appelle le hub financier régional, avec notamment la BRVM. Malheureusement, dans notre pays, on n'a pas eu une démarche d'anticipation avec nos maires pour créer un véritable hub financier et bancaire autour de Dakar. Abidjan l'a fait. Combien aujourd'hui d'Ivoiriens ont des banques qui leur sont propres? Malheureusement, nous au Sénégal, on n'a pas eu cette présence d'esprit-là. On a préféré faire des immeubles et c'est pourquoi JP Morgan a préféré aller en Côte d'Ivoire. Mais JP Morgan, c'est eux qui démarchent le Sénégal. Parce qu'ils savent que dans ce pays-là, il y a de réelles perspectives. Le Premier ministre en campagne électorale, Ousmane Sonko, dit qu'il y a un compte au Sénégal, qu'il aurait 1000 milliards de francs CFA. Ça fait un débarrage. Certains Sénégalais ne comprennent pas qu'au moment où le Sénégal aille sur le marché international chercher de l'argent, qu'il y aurait un compte qui est là, qui a 1000 milliards. Oui, bon, moi aussi j'ai entendu, même si je n'ai pas entendu de preuves concrètes que ce compte existe ou il appartient à qui. Bon, ça m'a quand même un peu étonné qu'il y ait un compte. Ce qui peut atténuer peut-être l'affaire, c'est qu'il n'a pas dit si c'est au Sénégal, c'est ailleurs, etc. Bon, mais c'est un peu quand même bizarre pour qu'on ait dans un pays comme le Sénégal un compte où il y a 1000 milliards quand même de francs CFA. Je rappelle que tous les crédits que les banques ont fait ou font aux entreprises sénégalaises par an, c'est autour de 5000 milliards comme ça. Donc si vous dites qu'il y a une personne qui a 1000 milliards dans son compte, c'est comme si elle détient presque le 5e de ce que les banques donnent comme crédit aux entreprises par an. Et deuxièmement, les dépôts à terme que les gens font dans les banques au Sénégal, ça tourne autour de 4000 milliards, 4000 et quelques milliards par an. Donc c'est comme si donc cette personne détient un peu le quart de tous les dépôts à terme qui sont faits. Donc nous on a ces informations, mais franchement, par rapport à ce que le Premier ministre a dit, je ne peux pas trop me prononcer là-dessus parce qu'il est à un niveau où il peut avoir des informations que moi je n'ai pas. Mais ça me pose problème quand même qu'il y ait un compte au Sénégal où il y a 1000 milliards. Voilà. Ce compte fait débat. Moussa Diakhaté, il fait débat. Les Sénégalais demandent, mais écoutez, on a besoin beaucoup plus de clarté, de clarification, de clarté par rapport au compte. Il appartient à qui? Il est logé où? Est-ce qu'il est au Sénégal? Est-ce qu'il est à l'extérieur? Il appartient à qui? Comment se fait-il dans un pays aussi pauvre que le Sénégal que quelqu'un puisse détenir 1000 milliards dans son compte? Alassane, laissez-moi un peu vous donner des éléments de réponse. Je ne m'aventurerai jamais à donner une réponse précise sur cette question-là. Je pense qu'il faut savoir raison garder et donner l'attitude au Premier ministre de mieux élaborer et d'élaborer encore davantage sur cette problématique-là. Mais je dois dire que le Sénégal fait quelque chose comme 25 milliards de dollars de PIB. Notre pays ne pèse même pas 0,001% du PIB mondial. Nous ne pèsons même pas par rapport à des pays comme le Maroc, et je ne parle pas des géants du PIB comme le Nigeria et un peu l'Afrique du Sud, qui sont les premiers en termes de PIB. Il est clair que quand vous dites que vous avez pu apercevoir, vous avez pu constater, vous avez pu un peu
identifier un compte avec 1000 milliards, ça peut beaucoup étonner dans ce pays-là. Parce que nous sommes un pays extrêmement faible, un pays extrêmement pauvre. Mais Alassane, dans le niveau de richesse mondiale, si vous allez aux États-Unis, si vous allez à Londres, si vous allez à Shanghai, il n'est rien d'étonnant d'avoir un compte où vous pouvez trouver 1000 milliards. Mais dans ce compte-là, il peut ne pas y avoir que du numéraire et que du fiduciaire. Ça peut être un compte qui peut être libéré en or. Ça peut être un compte qui peut être libéré en diamant. Ça peut être un compte où vous avez aussi des propriétés, ce qu'on appelle des propriétés mobilières, notamment des obligations que vous détenez. Donc laissons la latitude au Premier ministre de mieux élaborer par rapport à cette question-là. Mais ce dont je suis sûr, nous en étions dans ce pays-là à un niveau de prévarication, à un niveau de vol, à un niveau de détournement que absolument rien dans ce pays-là ne m'étonne. Il y a eu énormément de ressources qui ont été exfiltrées dans ce pays-là. Et je pense qu'aujourd'hui, la vraie question est de savoir comment aujourd'hui mobiliser nos ressources, nos intelligences, comment mobiliser nos énergies, afin que toutes ces ressources qui ont été exfiltrées du pays, que tous ces transferts complètement illicites et illégaux qui ont fui ce pays-là puissent nous revenir afin de financer l'œuvre de développement, qui est l'œuvre immense. C'est ça la vraie question en réalité. Mais nous savons tous que les niveaux de développement, de détournement dans ce pays-là dépassent même les 10 000 milliards de francs CFA. Oui, mais la situation du Sénégal dans laquelle nous sommes, la crise économique que nous vivons, quand on parle autant d'argent dans un pays, on a le devoir de clarifier. Je ne dis pas le contraire et je pense que certainement, il sait lui-même que cette question-là soulève énormément de curiosité et de débat et je pense qu'au moment opportun, il va le faire. Moi-même, j'espère que le Premier ministre va quand même apporter des clarifications par rapport à cela, vu le tollé que cette déclaration a pu soulever dans le pays. Est-ce que vous savez qu'aux États-Unis, il y a un comportement, on parle de JP Morgan. Si vous allez aux États-Unis, vous allez à Londres, et souvent même si vous allez dans des pays, à Zurich notamment en Suisse, il y a des compartiments de ces banques-là, ce qu'on appelle le Wealth Management Fund. Non, c'est Wealth Management Fund. Ceux qui sont là-bas, qui ouvrent des comptes, c'est des gens qui ont dépassé la fortune en numéraire. C'est des gens qui ont des mines d'or, des mines d'argent, des parts d'action dans des sociétés pétrolières. Ces gens-là donnent des gages, ce qu'on appelle en bourse, ce qu'on appelle les parts dans des capitalisations boursières. Mais si vous permettez, il n'est absolument rien. Maintenant, le Premier ministre n'a pas précisé, mais donnons-nous au moins la latitude de revenir pour préciser. Ce sont des pays qui ont un niveau économique qui peuvent le permettre, qui sont des pays développés, qui ont de l'argent. Le Sénégal est un pays pauvre, vous venez de le dire. Et puis même, on parle du Sénégal, on parle pas des États-Unis, on parle pas de Singapour. Le Premier ministre parle de gens qui ont occupé des fonctions. Ici au Sénégal. Moi, c'est ça. Ce ne sont pas des hommes d'affaires, des chefs d'entreprise, etc. C'est des politiciens. Voilà. En fait. Certainement, il parle de gens qui ont occupé de hautes fonctions dans ce pays. On parle parce de que sinon, ce ne serait pas cohérent et pertinent de parler de... Aboukan, on a toujours parlé de rapatrier l'argent du Sénégal. On a vu ça avec ce qui s'est passé avec Karim Wade. Est-ce qu'il y a des commissions rogatoires qui sont allées à l'extérieur pour fouiller si c'est cet argent, si l'argent du Sénégal tant qu'il est à l'extérieur? Oui. Bon, ça, c'est, comme je dis, le Premier ministre, c'est lui-même qui doit nous... Alassane, vous extrayez... Mais moi, je sais qu'il ne parle pas des chefs d'entreprise, des privés, etc. Il parle de gens qui ont occupé des fonctions. J'aurais la sagesse de ne rien assumer et d'attendre que le Premier ministre revienne pour donner beaucoup plus de précision, pour donner beaucoup plus de caractérisation. Oui, mais ici, notre rôle, c'est de demander de clarifier les choses. Aux Sénégalais, c'est notre job de le dire, lui demander lui poser des questions qui le clarifient. Mais Alassane, je pense qu'aujourd'hui, la position qui est la position la plus constructive pour nous Sénégalais, c'est de savoir comment d'abord, dans ces pays-là, il a été aussi facile, avec des mécanismes mis en place comme notamment le CENTIF, comme le GIABA et comme les mécanismes de supervision de la Banque centrale, comment surtout cet argent-là a pu être exfiltré hors du Sénégal. Via quel canot? Mais pourquoi il n'y a pas de commission rogatoire? Et aussi de mettre tout en œuvre pour que cette situation-là ne puisse plus... Moustapha Diakhaté, s'il y a autant d'argent à l'extérieur du Sénégal, pourquoi le gouvernement du Sénégal ne met pas en place des commissions rogatoires, aller chercher l'argent sur l'extérieur? Mais peut-être il l'a mis sans le mettre, sans pourtant le porter à l'attention du public. Il y a même des procédures aussi, hein, c'est-à-dire, bon, à mon avis, un Premier ministre ou un ministre ne peut pas se lever et dire qu'on va voir Alassane ce qu'il a. Non, il y a quand même une procédure, hein, je pense, qu'il faut respecter. Alassane, il y a des brèches, il faut fermer ces brèches. Voilà, tout le monde a le droit quand même d'avoir des comptes bancaires, etc. Beaucoup d'argent, même si c'est justifié. Oui. Maintenant, bon, les commissions dont vous parlez, je ne pense pas que ce soit le Premier ministre qui va se lever un jour pour dire
parce que les autres aussi ont des droits. Ceux qui sont accusés, ils ont aussi des droits. Et la présomption Mais d'innocence. moi, la question que je pose à aussi. vous, comment se fait-il que dans ce pays qu'on puisse exfiltrer autant d'argent au vu aussi de tout le monde? Comment Non, ça c'est peut pas se au faire? vieux aussi. Oui, mais tout ça c'est toujours à l'état de supposition, à mon avis. Parce que tant qu'on n'a pas des rapports qui sont rendus publics, qui disent carrément qu'il y a tel ou tel détournement, moi, en tant qu'intellectuel, vraiment, je préfère considérer que ce sont des déclarations peut-être qui peuvent être qualifiées de politiques. Même si maintenant, bon, on peut accorder un certain crédit à une déclaration venant d'un premier ministre ou d'un ministre. Mais il faut quand même attendre que tout ça soit rendu public. Mieux élaboré. Des rapports, des corps de contrôle que tout le monde peut lire et comprendre pour que aussi les mises en cause puissent aussi se défendre ou apporter les preuves que peut-être l'argent dont on parle, c'est de l'argent qui est honnêtement gagné. Mais Alassane, Parce qu'il faut aussi faire la différence entre les comptes personnels et les comptes d'entreprise. les comptes institutionnels, comme on l'a dit. Comptes d'entreprise. Mais Alassane, comme je l'ai dit, il faut avoir la sagesse un peu d'attendre à ce que le Premier ministre revienne sur cette question-là avec beaucoup plus de précision. Mais je dois dire que nous sommes tous au courant de la fortune de Mobutu Sese Seko, nous sommes tous au courant de la fortune de Sani Abacha. Ceci n'est absolument rien de nouveau aujourd'hui dans le brassage politico-financier international. Quand vous allez en Suisse aujourd'hui, il y a énormément de comptes dans ces dictateurs qui dorment là-bas, dont la famille même ne peut pas avoir accès. Aujourd'hui, il y a tout un groupe, toute une catégorie d'avocats en Suisse ou en Europe qui est devenue de plus en plus spécialisée dans cela pour voir comment répartir tout cet argent-là que des dictateurs, que des politiciens ont réussi à sortir de l'Afrique pour les faire revenir en Afrique pour financer l'œuvre de développement. C'est ce qu'on appelle les fameux PPE, les personnes politiquement exposées. Tout cela entre un peu dans ce mécanisme-là. Mais comme je l'ai dit, le vrai débat, c'est de mettre en place des mécanismes, de fermer toutes les brèches afin que ces transferts massifs de fonds, ces transferts illicites et frauduleux massifs de fonds ne puissent plus arriver dans notre pays. Mais lorsque Macky Sall est arrivé au pouvoir, on avait dit que Karim avait détourné, je ne sais même plus, je n'ai pas retenu le chiffre, de beaucoup de milliards. 700 et quelques milliards. Voilà, donc, mais est-ce que à 12 ans il y a un franc de règne de Macky Sall, est-ce qu'on a vu l'argent revenir? Voilà, quelque part où Karim Wade a rendu tant de milliards. Moi, en tout cas, moi, je n'ai jamais vu. Donc, c'est pour dire que, bon, pour ce genre de questions, il faut vraiment être très prudent. Et puis essayer d'évoluer en Afrique. C'est insensé, en un moment où se trouve l'Afrique, en ce moment où se trouve l'Afrique, notamment avec ses besoins de développement, de laisser des produits aussi précieux comme l'or sortir hors d'Afrique pour aller en Suisse ou pour aller dans un autre pays. L'or que nous extrayons sous notre sous-sol peut aller ici à la Banque centrale, et la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest peut donner la contrepartie même à la compagnie qui fait l'extraction au niveau de Kédougou. Voici des solutions réelles. Vous êtes là, vous êtes une compagnie aurifère, prenez toutes vos ors et déposez-les là-bas. On vous donne la contre-valeur en francs CFA et vous partez. Ou bien l'État ose prendre des parts dans l'actionnariat de ces sociétés-là pour au moins en contrepartie financer leur développement. Aujourd'hui, quel est aujourd'hui le bien le plus précieux dans le monde? C'est l'or. Combien coûte aujourd'hui le once d'or, le lingot d'or? Et vous prenez tout cet or-là, vous l'exfiltrez hors du pays. Vous l'envoyez quelque part en Suisse, avec notamment une décote, en souffrant maintenant de sous-valeur. Mais déposez cet or-là au niveau de la Banque centrale et laissez à la Banque centrale valoriser cet or-là. Il faut aussi préciser que récemment, le Sénégal est sorti de la liste grise du groupe d'action financière, du GAFI. Ça veut dire qu'il y a eu des efforts qui ont été faits dans la lutte contre le blanchiment d'argent, les détournements, les flux illicites, etc. Donc, ça, c'est aussi important de le souligner pour dire que même s'il y a encore des choses à régler, bon, le Sénégal est en train quand même de faire des efforts depuis quelques années. Et ça, c'est à la fois sous l'ancien régime que sous le nouveau régime. Parce que le résultat qui a été obtenu récemment, ce n'est pas un résultat qui provient du régime seulement de Bassirou Diomaye Faye. Ce sont des actions qui ont été démarrées depuis bien longtemps. Donc, c'est pour dire qu'on est sur la trajectoire. Maintenant, nous sommes des pays où, souvent, lorsqu'on occupe certaines fonctions, on peut se permettre certaines choses. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, la politique au Sénégal est très populaire. Parce qu'il y a des gens qui pensent
Il faut pour s'enrichir s'enrichir. très vite, Faire il faut faire de la politique. Avec l'impunité. Si tu ne fais pas la politique, tu ne peux pas s'enrichir. L'impunité. Et ça, c'est ça. une idée qui est partagée par beaucoup de Sénégalais. Et malheureusement, il y a même des jeunes. Moi, en tant que professeur d'université, je vois des étudiants, je le vois avec beaucoup de désolation. C'est-à-dire, je vois même des étudiants qui croient que s'ils ne font pas de la politique, s'ils n'entrent pas dans des partis politiques, ils ne peuvent pas réussir dans leur vie. Et ça, c'est grave. Cette question nous permet d'aborder la question de l'entreprise au Sénégal aujourd'hui, avec la situation économique du pays qui semble difficile. On rencontre beaucoup de Sénégalais aujourd'hui dans les taxis qui vous disent que c'est dur, que ça ne va pas. Ils sont fatigués. Regardez. C'est une question extrêmement sensible, c'est une question qui est contextuelle. C'est une question sensible ici. C'est une question aujourd'hui qui interpelle tout le monde. C'est une question aussi bien qui interpelle l'État, qui interpelle un peu l'administration, qui interpelle l'opinion publique, qui interpelle également les mouvements patronaux, notamment les syndicats. C'est vrai que nous vivons depuis quasiment la Covid des périodes extrêmement difficiles pour l'entreprise sénégalaise. Mais l'entreprise sénégalaise, c'est quoi? C'est les PME qui font 90% du tissu entrepreneurial, du tissu de production au Sénégal. Je pense que ces entreprises-là méritent au moins un petit coup de main de l'État. Et je puis dire, peut-être que l'État en est vraiment conscient. Il y a un frémissement, je vois au niveau de la DPME, au niveau du ministère des Finances, au niveau du ministère de l'Économie. Il y a plus ou moins des tentatives, des projets, des programmes qui sont mis en œuvre pour au moins essayer de voir comment contribuer à restructurer nos entreprises. Je vous donne un exemple très simple. Vous allez sur la petite corniche, vers les Almadies, un restaurateur qui s'appelle M. Borissow m'a dit de façon très claire qu'il perd chaque semaine 3 millions de francs CFA, que son restaurant n'est plus fréquenté. C'est concret. Que peut dire que nous vivons des heures extrêmement compliquées du point de vue des revenus des Sénégalais? Et je pense il faut revenir à une solution globale, à une solution ensemble. Je pense qu'au-delà même des entreprises, je pense qu'il y a un problème de revenus dans ce pays-là. Et c'est une question que nous devons adresser, mais que nous devons adresser collectivement en tant que communauté, mais dans le cadre de trouver des solutions qui soient des solutions pérennes et des solutions équilibrées. Aboukane, quand on va à l'inspection du travail aujourd'hui, il y a les bondés du monde, des travailleurs qui sont licenciés, des entreprises qui sont fermées, certains sont renvoyés du port, d'autres de la LONASE, d'autres un peu partout au Sénégal. Vous allez dans les restos, les restaurateurs n'arrivent plus à faire du gain. Ils sont en train de renvoyer des gens. C'est la situation que nous vivons aujourd'hui. Effectivement, vous parlez de l'inspection du travail. Justement, les statistiques du travail, qui sont donc faites par le ministère du Travail, montrent qu'en 2023, il y a eu 123 entreprises fermées au Sénégal, n'est-ce pas? Mais l'année précédente, il y en avait plus. Il y avait 171. L'année qui a précédé encore plus. Même en 2020, il y avait 200 et quelques entreprises fermées au Sénégal. Pourquoi? C'est pour dire que c'est une tendance que nous constatons depuis longtemps. Pourquoi? Parce que les statistiques sénégalaises sur les PME ont montré que 60 à 65% des entreprises ou des PME sénégalaises, parce que M. Diakhaté l'a rappelé tout à l'heure, les PME constituent le gros des troupes lorsqu'on parle des entreprises au Sénégal. C'est 90% des entreprises. Donc, les statistiques sur la mortalité des entreprises ont montré que 60 à 65% des PME meurent avant leur premier anniversaire. Pourquoi? Donc, lorsqu'on les crée, avant 1 an, elles meurent, et 80% meurent avant leur 5e anniversaire. Pourquoi? Parce qu'il y a un environnement qui ne favorise pas tellement le développement de nos entreprises en termes de compétitivité. Et les enquêtes qui ont été faites ont montré qu'il y a au moins 52% des entreprises qui disent que le principal problème, c'est un problème de financement. Alors, l'autre problème, c'est un problème d'accès au marché. Alors, si vous voulez régler tout ça, vous allez mener une politique globale d'amélioration de l'environnement des affaires. Mais il faut aussi savoir une chose, c'est qu'au Sénégal, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui, pour survivre, ne comptent pas réellement sur l'exploitation en tant que telle, mais ont peut-être des connexions avec les pouvoirs publics. Et ça, c'est très fréquent au Sénégal. Ce qui fait que lorsqu'il y a un changement de régime, il peut y avoir certaines entreprises qui ont des difficultés. Parce qu'en réalité, leur fonctionnement ne reposait pas sur une exploitation purement économique, mais reposait aussi sur un tissu relationnel avec
les pouvoirs publics, un tissu relationnel qui fait qu'elles peuvent être exemptées de certaines obligations, comme elles peuvent aussi bénéficier de certains marchés, comme elles peuvent bénéficier de certaines largesses qui, sur le plan purement économique, ne se justifient pas. Alors, et la particularité de ce régime-là qui vient d'arriver, c'est que, contrairement aux autres transitions que nous avions entre Abdoulaye Wade et Macky Sall, ou bien Diouf, Wade, contrairement à ces régimes, ici, c'est une rupture totale, en fait. Je dis rupture totale, pourquoi? Parce que lorsque Macky a remplacé Abdoulaye Wade, bon, c'était dans le cadre de joute électorale que je peux qualifier de normal. Les gens ont fait une campagne, sont sortis, on a voté pour quelqu'un. Mais ici, avant les élections, il y a eu une crispation, une crise entre 2021 et 2023 entre le parti qui est actuellement au pouvoir et tous les autres qui étaient là, qui gravitaient autour du pouvoir sous le nom de Benno Bokk Yakaar. Et comme vous le savez, et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont en même temps des acteurs politiques. Et le nouveau régime, s'il s'installe, il voit qu'il y a des entreprises peut-être qui ne sont pas en règle et que ces entreprises-là sont des propriétés de certaines personnes qui leur étaient hostiles parce qu'en même temps, ils ont des connexions avec la politique. Leur fameux népotisme. Mais c'est normal qu'elles se disent, bon, je dis normal entre guillemets même, mais c'est normal qu'elles se disent que nous n'allons pas pardonner. Il faut que ces entreprises soient en règle pour pouvoir continuer. Maintenant, on est dans un pays de dialogue. Il faut peut-être voir les voies et moyens pour pouvoir permettre à ces entreprises-là de continuer leur exploitation. Et en termes d'emplois perdus, etc., il faut aussi dire que récemment, juste avant les élections, et ça, j'ai entendu les autorités le dire aussi, il y a beaucoup de contrats qui ont été signés au mois de mars, par exemple, après les élections. Ils n'ont fait que ça. Ou à la veille des élections. Donc, dans toutes les entreprises publiques, pratiquement. Donc, les nouvelles autorités qui viennent peuvent se rendre compte que peut-être là, les gens voulaient juste caser certaines personnes avant de partir. Et là, arrivées au pouvoir, elles peuvent se dire, ces nouvelles autorités... Ou même sécuriser des marchés. Donc, il y a quand même des explications rationnelles qu'on peut donner à certaines situations. Je ne dis pas à toutes les situations, mais à certaines situations, il y a quand même des explications qu'on peut donner. Mais ça peut être dû... 2 secondes. Ça peut être dû au fait que l'économie a été quasiment externalisée sous l'Ancien Régime. Je veux dire que tous les vecteurs de croissance, tous les vecteurs de production, plus ou moins de richesse, tous les vecteurs de profit ont été quasiment exécutés par des entreprises étrangères. C'est quoi? C'est des grandes infrastructures qui ont été faites au Sénégal. Mais toutes ces infrastructures qui ont été faites au Sénégal, non seulement ont été exécutées par des entreprises étrangères, ce qu'on appelle le BTP international, mais ils ont été financés également par le BTP international. C'est quoi? C'est des entreprises souvent françaises, c'est des entreprises souvent turques, c'est des entreprises souvent chinoises. Ceci a permis non seulement dans ce pays-là, les entreprises sénégalaises n'ont pas eu, même via le contenu local, la possibilité de profiter au moins de cette croissance-là, pour au moins faire ce qu'on appelle de l'accumulation du capital. Et c'est ça aujourd'hui qui nous rattrape. Parce qu'en réalité, pendant 10 ans, 12 ans, tout ce qui dans ce pays-là travaille n'était que des entreprises étrangères. Oui, mais j'arrête sur cette question bien précise. C'est vrai que j'ai entendu hier dans les journaux qu'ils ont levé la suspension concernant les constructions des BTP sur la corniche. Il y a aussi des entreprises sénégalaises qui étaient là-bas. Il y a des jeunes ouvriers sénégalais qui travaillaient, près de 5 000, il y en a même de 10 000 qui sont dans le secteur, des carreleurs, des gens qui sont dans la cimenterie, des maçons, qui ont vu leur travail arrêté. Et cette activité économique-là, elle a fortement un impact. Mais Alassane, je te dis, deux marchés qui étaient suffisamment symboliques du régime passé ont été le marché du BRT, ils ont été le marché du TER. Mais quelles sont les entreprises qui ont exécuté ces marchés-là? Et quel était le potentiel de ces marchés-là en termes de sous-traitance et en termes d'externalisation? Tout ça n'a pas été fait en réalité. On parle un peu des petites entreprises sénégalaises qui travaillaient sur la corniche, des maçons qui étaient là-bas, qui vivaient d'un travail journalier, qui ont été arrêtés pendant 3 mois, qui n'ont pas pu s'en sortir. Mais tout va en 5. Tout va en synchronisation. La petite PME dans le domaine du PTP, quelles que soient par ailleurs ses activités, a non seulement besoin d'avoir accès à ce qu'on appelle à ce marché des travaux-là dans un immeuble qui se construit sur la corniche, comme cette entreprise-là doit aussi pouvoir
sous-traiter dans le cadre d'un marché structurant qui a été confié à une entreprise étrangère, il doit pouvoir aussi être un sous-traitant. C'est comme ça que ça marche l'économie. Parce que l'un n'exclut pas l'autre. De certains chantiers. La croissance a été quasiment externalisée pendant 12 ans. Et aujourd'hui, c'est ce que nous payons. Je parle un peu des TPE. Il y a des Sénégalais qui construisent leur maison, qui prennent des maçons, qui font du travail, qui le paient directement. Ils n'ont pas besoin de passer par des PME. Ils ont été arrêtés, ces gens-là, ils ne travaillent plus. Oui, effectivement. Effectivement, ça a eu un impact sur l'emploi d'une manière générale, mais c'était peut-être pour vérifier la légalité de l'acquisition de ces terrains-là, parce que ce n'était pas au niveau des travaux en tant que tel, mais c'était au niveau même de l'occupation du sol, voilà, l'occupation de la corniche. Et je pense que lorsque les autorités ont fait les investigations nécessaires et qu'elles ont trouvé que ce sont des chantiers qui devaient continuer, le blocus a été levé. Et maintenant, il y a des conséquences, effectivement, du point de vue de l'emploi. Et les restaurateurs qui vous disent aujourd'hui, ceux qui venaient manger chez moi à midi ne viennent plus parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils disent. Ça impacte mon commerce. Mais Alassane, il faut revoir les menus. Il faut revoir les menus. Attends. Non, je suis précis. Je suis précis parce que je l'ai vécu, je l'ai vu. J'allais voir des gens qui travaillent sur la corniche qui m'ont dit clairement qu'on n'arrive plus à s'en sortir parce que les gens ne viennent pas, que je perds 3 millions par semaine. Oui, mais ça, quand même, ça peut être dû à beaucoup de facteurs. Hein. Ça, on ne peut pas dire que c'est le gouvernement. Parce que, je donne un exemple simple. Si aujourd'hui, vous avez un restaurant sur la corniche et qu'on délocalise un ministère qui était à côté. Maintenant, le ministère est sur la VDN ou à Diamniadio. Et que vous receviez 100 personnes venant de ce ministère-là. Mais vos chiffres d'affaires vont chuter. Maintenant, est-ce que vous allez dire que oui, c'est parce qu'il y a un nouveau régime? C'est pourquoi je dis il y a beaucoup de facteurs pour les restaurants et autres qui peuvent expliquer la baisse d'activité. Ce n'est pas seulement des histoires de politique fiscale et autres qui peuvent justifier. Il faut peut-être étudier ça davantage pour voir où se situait le restaurant, qui étaient ses clients, est-ce qu'il y a eu... À votre avis, la politique fiscale qui est mise en place n'impacte pas le fonctionnement des entreprises? Oui, jusqu'à présent, on n'a pas augmenté le taux d'imposition. Le taux d'imposition qui était là, c'est le même. Ce qui a changé, c'est quoi? C'est que l'État dit maintenant qu'il y a certaines entreprises qui n'étaient pas en règle et il faut qu'elles le soient. Point. Maintenant, s'il y a des entreprises qui avaient l'habitude de ne jamais être en règle et qui, comme je le disais tout à l'heure, par des accointances que les chefs d'entreprise avaient avec certaines autorités, pouvaient échapper au fisc, aujourd'hui, si un nouveau régime vient et dit que personne ne peut plus échapper, ça, forcément, il y a une conséquence. Maintenant, moi, ce que je vois, c'est que ces chefs d'entreprise-là puissent discuter avec les nouvelles autorités et demander aussi aux autorités de ne pas exiger que ces entreprises soient tout de suite en règle pour pouvoir continuer. Elles peuvent continuer l'exploitation. Maintenant, l'administration fiscale connaît bien les mécanismes qu'il faut pour que ces entreprises puissent être en règle dans un délai déterminé. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Et ceux qu'on croise, les Sénégalais dans la rue, qui vous disent que ça ne va pas, ça ne marche pas, ce que je gagnais hier, je ne gagnerai plus à le gagner. Alassane, les Sénégalais ont toujours respecté... Moi, je te pose une question, je suis précis. Il faut que tu me répondes à la question. Les Sénégalais ont toujours dit qu'ils ne gagnaient pas assez d'argent parce que nous sommes dans un monde qui vient avec son lot d'inflation, avec ses marges d'inflation, où ce qui coûtait hier 1000 francs, de plus en plus peut te coûter aujourd'hui 1100 francs ou 1200 francs. Donc, il faut créer des conditions pour que les Sénégalais puissent gagner beaucoup plus d'argent. Mais la vraie question pour moi, c'est quoi? Comment élargir dans ce pays-là les opportunités de création de richesse, afin que de plus en plus qu'on voit, qu'on puisse assister à une éclosion d'une vraie classe moyenne avec vraiment des capacités de revenus. Il est vrai que le niveau de chômage est élevé actuellement, dans ce pays. C'est ça le grand problème qu'on a dans ce pays. Les entreprises ont des difficultés, etc. En fait, les Sénégalais, lorsqu'ils changent de régime, les Sénégalais croient que c'est par une baguette magique que tout le monde, ou tout va changer, quoi. Maintenant, il y a eu peut-être une certaine déception de la part de beaucoup de jeunes surtout, qui croyaient que si le régime change, ils trouveraient facilement un emploi. Non, la jeunesse reste enthousiaste. La jeunesse reste enthousiaste. Ce n'est pas toujours le cas. Non, la jeunesse reste enthousiaste. Ça a coïncidé avec aussi des difficultés au niveau des entreprises. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est accentué que nous traînions depuis la Covid. Au fil des derniers mois, malheureusement. Donc, si vous combinez ces deux, les entreprises qui ont des problèmes,
les jeunes qui cherchaient du travail qui n'ont pas obtenu depuis lors, donc ça ajoute à la crise ambiante. Et c'est ce qui justement, explique. comment relancer l'économie? Et je pense que, Alassane, la meilleure façon de relancer l'économie, c'est d'abord d'aller dans le sens d'une amélioration du cadre de l'environnement des affaires. Il faudrait dans ce pays-là non seulement arrêter l'hémorragie. On a trop d'entreprises aujourd'hui qui n'arrivent pas à trouver des perspectives de croissance ou des perspectives de développement pour pouvoir créer de la richesse, pour pouvoir trouver des marchés et surtout pour pouvoir embaucher des jeunes. Je pense qu'il faut que cela s'arrête. Et l'un des meilleurs moyens de l'arrêter, il faut que l'État retourne dans son rôle de pourvoyeur d'opportunités à nos entreprises, que ce soit nos PME, nos TPE, via ce qu'on appelle la commande publique. La commande publique peut être un levier puissant dans ce pays-là pour que l'État au moins puisse un peu injecter de la liquidité aux entreprises. Mais est-ce que l'État le fait? C'est un point d'interrogation. Je pense qu'on a noté beaucoup de difficultés dans la trésorerie de l'État. Les BTP parlent de 350 milliards. Je pense que l'État doit aller dans le sens d'appuyer un peu toutes ces ardoises-là, tous ces impayés-là dans le domaine des travaux que l'État a pu engager avec des entreprises, notamment des PME, des TPE. Il faut que l'État aille dans le sens également de les appuyer. Mais il faut également aussi que notre système financier et notre système bancaire soient un système plus ou moins flexible avec certaines catégories de producteurs, notamment les PME et les TPE. Il est clair que dans ce pays-là, il y a énormément d'opportunités, mais le financement de nos entreprises est extrêmement problématique. Il est quasiment nul par nos banques classiques. Il faut créer un mécanisme où tous ceux qui sont dans ce pays-là porteurs de projets, tous ceux qui ont des marchés, tous ceux qui ont des contrats, tous ceux qui ont une idée, notamment les gens qui ont dans les fintech, dans les startups, trouvent au moins un accompagnement financier. Ceci est fondamental pour une économie, parce que c'est ça les économies modernes. Au-delà de cela, je pense qu'il faut aller vers le recensement des entreprises en difficulté et qui créent beaucoup d'emplois. D'abord, commencer par cela, voir comment les aider à se relever. Parce qu'en fait, il ne faut pas tomber dans le piège des chiffres sur le nombre d'entreprises, etc. Parce que vous savez, au Sénégal, il est facile de créer une entreprise maintenant. Vous voyez des gens qui se disent chefs d'entreprise, mais en fait, leur entreprise est dans leur poche. Oui. C'est juste un papier, ils ont le statut de chef d'entreprise, mais ils n'embauchent personne, ils n'emploient personne. Ils n'ont pas la réalité. Voilà, donc si vous prenez tous les chiffres qui sont donnés, ils sont dedans. Maintenant, il faut sur le terrain voir quelles sont les vraies entreprises qui sont là, qui font du travail visible et qui emploient des gens. Essayer de voir comment régler leurs problèmes. Parce que c'est ça qui peut relancer l'économie et même permettre aux jeunes de trouver de l'emploi plus facilement. La deuxième chose, c'est que nous sommes dans une économie ouverte. Et qui dit économie ouverte dit vraiment nécessité d'être compétitif. On ne peut pas... C'est vrai, il peut y avoir une préférence nationale pour certaines choses. Mais pour tout ce que le pays peut faire ou veut faire, il ne peut pas dire que c'est sûrement des entreprises sénégalaises qui doivent le faire. Donc c'est pourquoi les entreprises aussi doivent être un peu au niveau international. Ils peuvent se regrouper. Voilà, pour pouvoir gagner certains marchés qui viennent de l'État. Et la sous-traitance même, je pense, ça arrange certains. Parce qu'aussi, il faut dire qu'il y a des marchés qu'une entreprise sénégalaise ne peut pas gagner. Mais par la sous-traitance, la co-traitance. Voilà, ces entreprises peuvent travailler et faire travailler des gens. Ça aussi, il ne faut pas l'exclure, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Et dire aussi que tout cela entre dans un contexte global de morosité de notre économie. Parce que, vous voyez, on parlait de dette tout à l'heure là, mais ce que les gens oublient souvent, c'est qu'il y a une dette intérieure. La dette intérieure là représente 30% de la dette globale de l'État. Donc, qui dit dette intérieure dit qu'il y a des choses que l'État doit à des entreprises nationales, etc. Et si l'État est à court d'argent, bon, ces entreprises-là aussi peuvent être en difficulté parce que ce sont souvent des fournisseurs qui ne sont pas payés ou qui sont payés en retard. Tout ça, c'est important de voir dans les détails comment faire pour que les entreprises puissent reprendre du poil de la bête. Et ça permet à l'économie sénégalaise d'être... Dans les détails, récemment, ceux qui louent leur maison à l'État sont dans le désarroi. Ils demandent à être payés. Ça fait des mois qu'ils n'arrivent pas à avoir d'argent. Ils ont mis leur maison à la disposition de l'État avec le patrimoine bâti. Alassane, c'est quasiment... C'est des millions, des milliards. C'est actuellement toute l'économie aujourd'hui qui plus ou moins souffre des retards de paiement de l'État. C'est toute l'économie. C'est les gens qui ont loué leur maison à l'État via le patrimoine bâti. C'est des gens qui ont engagé des travaux publics, notamment avec les ministères qui n'arrivent pas à rentrer dans leur fonds. C'est également les fameux passifs de l'État.
au niveau de l'agence judiciaire de l'État. Mais ce qui est important, c'est que l'État a un rôle moteur à jouer dans ce pays-là. Je dis un exemple concret, le cas des abris provisoires. Il y a combien d'abris provisoires au Sénégal? L'État pouvait se dire, je vais classifier toutes les entreprises qui sont dans le secteur du BTP, que ce soit les TPE et les BTP, et leur dire de résorber ces abris provisoires, moyennant un accompagnement de l'État, moyennant un accompagnement de la Caisse de dépôt de consignation, via des lettres de garantie qui leur permettent tout de suite. Parce que construire une école, toute entreprise du BTP, dans ce pays-là, peut construire des écoles. Et dans une durée de 3 ans, résorber complètement tout ce qui est abri provisoire. C'est comme ça que l'État, et c'est comme dans le mécanisme keynésien, c'est comme ça que l'État injecte de la liquidité dans le secteur. Il crée de l'activité, mais il met en sorte des mécanismes pour financer cette activité-là, afin que les gens puissent vraiment y trouver le moyen de faire du chiffre d'affaires et des bénéfices. L'État a parlé de nationalisation des dépenses de l'État. Depuis qu'ils sont là, depuis 7 mois, on n'a pas vu un seul acte par rapport à ça. Réduire le train de vie de l'État. Ça fait partie aussi des mesures d'accompagner l'économie. Oui, bon, réduire le train de vie de l'État, je ne sais pas, parce que Macky Sall l'avait commencé déjà avec les véhicules de fonction qui ont été supprimés pour certaines agences, et puis le carburant, le téléphone. Je pense qu'il faut voir ça dans l'analyse globale de l'administration sénégalaise. Hein? Ce n'est pas une question de régime, à mon avis. C'est l'administration sénégalaise elle-même qui doit se moderniser. Il y a un programme de modernisation de l'administration sénégalaise dont on parle depuis 2016. Absolument. Mais qui peine vraiment à être concrétisé. Parce que la modernisation, la digitalisation et tout ça, ça permet de réduire aussi les coûts. Absolument. Et tout le monde le sait. Mais malheureusement, il y en a peut-être qui sont réfractaires à mais certaines en tant qu'économiste, le coût de Moussa, c'est le revenu de Samba. Absolument. Oui. Ah, il faut faire attention. Le temps que nous avons si vous réduisez celui-là, vous augmentez pour mais voilà, le temps que nous avons parti est terminé. Oui, mais sauf que ça s'appelle le revenu de Samba et de Jean-Paul, qui est en France, et de Trump qui est aux États-Unis. Je pense qu'il faut aller vers la main invisible de l'État. Le temps l'État. est fini. Merci Moustapha Diakhaté, merci Aboukan, à la technique Amadissi, à l'internet Charles Koulibaly. Bon dimanche à tous. Merci. iRadio mi ngi riir ñëpp déglu ko iRadio la bu bees gaa yi get leen ko Sénégal ak li ko wër beneen FM bu bees iRadio ak